banque centrale ne peut être juge et partie à la fois. Malheureusement, toutes ces faillites, quand je vois une société comme Afriland First Bank, elle est en faillite, c'est voulu par la banque centrale, malheureusement. Et pourtant, bien, une société comme BIAC, on pouvait la sauver très bien. BIAC, il avait des actifs. Malheureusement, on n'a pas voulu sauver BIAC. Et quel est C'était le un rôle de la banque centrale? manque de volonté politique ou c'était juste... Non, mais moi j'ai compris, j'ai demandé à quelqu'un au Congo, il m'a dit qu'il y a si le politique prête l'argent, bah, ils ne veulent pas rembourser, il faut mettre en faillite cette société, c'est tout. Parce qu'ils ont l'argent, ils ne veulent pas rembourser. La prévenait Afriland cette banque, ils ont confisqué leur licence. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont pris beaucoup d'argent, ils ne veulent pas rembourser. Ben, ils ont confisqué la licence pour dire qu'ils perdaient, vous partez, nous on garde notre argent. Donc ça ne donne pas envie. Donc il y a un problème d'accès pour permettre aussi maintenant de réguler un peu l'économie. Est-ce que là, Maintenant, ce n'est pas le travail de Vital Kamerhe qui a commencé avec la brigade de contrôle de prix sur le marché, non, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit ministre de problème. l'économie? Oui, mais c'est entre les deux, parce que si l'autre fait ça, ça impacte mais les budgets, il faut qu'ils travaillent en symbiose. J'ai toujours dit qu'un ministre, le ministre de l'économie et des finances doit être une seule personne. Parce que quand on Ça, dispatche c'est comme ça, vrai, parce que c'est un peu compliqué. à cet instant, aujourd'hui, il faut réduire les taxes ou réduire un peu certaines choses. Mais si tu réduis un peu celui de l'économie, des finances qui doit payer le budget, qui doit établir son budget, toi, tu réduis un peu les recettes Est-ce fiscales que ce n'est et pas ça pour va cette impacter. raison que Matata Ponyo avait fait la troïka avec les trois grands ministres? Il y avait le premier ministre, il y avait le ministre de l'économie et le ministre des finances. Il y a une devise qu'on dit dans l'aérien, on entre riche, on sort pauvre. Il ne faut pas s'attendre que l'aérien, on gagne beaucoup d'argent. Non. Dans l'aérien, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Dans l'aérien, il y a des choses aussi qu'il faut vraiment s'y attendre. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus. Je peux donner un exemple simple. Une compagnie comme Sabena, qui s'attendait qu'un jour Sabena peut tomber en faillite? Qui s'attendait un jour que des grandes compagnies comme Swissair peut tomber en faillite? C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'il faut s'attendre à ça dans la gestion d'une compagnie aérienne. Je disais au début, on entre riche, on sort pauvre. Trois quarts des compagnies aériennes aujourd'hui, ça appartient pas aux États. Ben là, je crois que tout dépend d'une personne à une autre. Parce que quand je vois déjà, il y a 22 000 personnes pour 500 postes. Donc, c'est l'auto là. Donc, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Donc, ceux qui hasardent un peu d'aller dans ces jeux-là, donc il y a beaucoup qui vont pleurer, il y a beaucoup qui vont perdre. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas y aller. C'est comme chaque fois on disait aux gens que venir en Europe, c'est la galère. Ben, ceux qui sont là, ils diront pourquoi vous êtes là. Dans la politique aussi, c'est pareil. Tous ceux qui sont là-bas, je crois que perdre ou pas, c'est l'auto là pour eux. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas le faire. S'il le fait, il sait pourquoi. Donc, donnons la chance à tous ceux qui sont retenus, les 500. Donc, bon vent, bonne chance à eux. C'est l'inflation voulue, choc d'inflation voulu par une période de francophonie. Et la hausse aussi de 25%, ça impacte maintenant la croissance pour 2024. Donc, on est à 3 élections, mais je crois qu'il y a eu une erreur aussi d'appréciation de la Banque centrale d'augmenter de 1400 points de base de taux directeur. Si vous me permettez, j'aurais deux, trois conseils à dire. C'est-à-dire, vous savez, il y a un problème en RDC. La Banque centrale gère tout, malheureusement. Quand il y a des faillites de sociétés financières, tout ça, la Banque centrale, c'est les prêteurs en dernier ressort. Il ne joue pas son rôle de dire on a prêté. Mais il devait prêter comme ça se fait ailleurs. Oui. Quand il y a la faillite de BIAC, si la Banque centrale peut sauver cette banque, une banque comme ça en faillite, la Banque centrale, il est lui-même conseil prudentiel. Et pourtant, il fallait qu'il y ait une structure à part, conseil en prudentiel, pour régler un peu tous ces problèmes. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau nom de votre programme en connexion entre Paris et Dallas. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Aimé Lambala qui n'est plus à présenter. Aimé Lambala est notre invité de notre programme depuis Paris. Aimé Lambala, comment vous allez? Oui, bonjour, c'est Florian. Donc, je ne sais pas là où les gens vont nous suivre. Bonjour, bonsoir. Donc, nous, ça va. Bonjour, bonsoir, évidemment. Voilà, 19h30 chez nous. Je ne sais pas chez vous, c'est la journée déjà. Voilà. Aimé Lambala est CEO à ALS Finance SIF. Il est expert en haute finance macroéconomique et monétaire. Nous allons parler de
la gestion financière, nous allons parler de la gestion des deniers et quelles sont ses implications dans nos États, dans nos pays. Nous allons rester plus précisément focus sur la République démocratique du Congo. Mais Lambala, d'entre deux jeux, actualité oblige, vous avez remarqué peut-être dans votre sillage plusieurs jeunes, plusieurs personnes parier pour être candidat député national, candidat député provincial, être président. Est-ce que nous restons dans le côté financier? Est-ce que beaucoup de gens vont dans ce domaine-là, actualité oblige, parce qu'il y a des débouchés financiers de telle sorte que je vais gagner mon argent, ma vie va changer. J'aurai, par exemple, pour ceux qui sortent de cette mandature, à peu près, selon les dires de certaines personnes, 21 millions, plutôt 21 000 $. Est-ce que ceux qui vont dans la députation, surtout en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier, c'est pour changer leur situation financière? Ben, merci pour la question. Je crois que si j'ai dit non, je suis en train de mentir. Donc, la plupart qui vont faire la politique aujourd'hui, bon, vu qu'il n'y a pas d'emploi, donc la majorité, ils vont pour l'argent. Donc, personne ne travaille pour la gratuité. Je ne crois pas qu'il y a aucune personne qui va y aller là-bas pour être gratuit. Donc, la plupart des gens, ils vont travailler pour l'argent. Bon, il y a aussi l'intérêt pour le pays, le fait d'y aller là-bas, travailler, passer son temps pour le pays. Donc, il y a aussi l'intérêt pour le pays. Donc, je crois que ceux qui vont se présenter, je dis bonne chance à eux. Donc, l'intérêt financier prime en premier, avant toute chose, le pays aussi. L'intérêt financier prime en premier, le pays aussi. Mais vous, en tant qu'expert financier, est-ce que quelqu'un qui n'a rien peut vendre maison, véhicule pour investir dans son parce que la campagne va commencer, il faut de polo, il faut ceci, cela. Beaucoup n'ont pas d'argent et surtout, nous connaissons la situation des banques en République démocratique du Congo. Nous ne pensons pas que c'est facile d'avoir des prêts. Est-ce qu'il faut s'aventurer en allant vendre maisons et biens pour assurer que l'on soit voté, surtout assurer sa campagne électorale? Ben là, je crois que tout dépend d'une personne à une autre. Parce que quand je vois déjà, il y a 22 000 personnes pour 500 postes. Donc, c'est l'auto là. Donc, qui va gagner, qui va perdre, on ne sait pas. Donc, ceux qui hasardent un peu d'aller dans ces jeux-là, donc il y a beaucoup qui vont pleurer, il y a beaucoup qui vont perdre. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas y aller. C'est comme chaque fois on disait aux gens que venir en Europe, c'est la galère. Ben, ceux qui sont là, ils diront pourquoi vous êtes là. Dans la politique aussi, c'est pareil. Tous ceux qui sont là-bas, je crois que perdre ou pas, c'est l'auto là pour eux. Donc, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de ne pas le faire. S'il le fait, il sait pourquoi. Donc, donnons la chance à tous ceux qui sont retenus, les 500. Donc, bon vent, bonne chance à eux. Donc, l'argent, voilà. Et rentrée financière dans les caisses de l'État. Dans cette période, peut-on dire que les caisses de l'État sont renflouées par les cautions, par certains frais, remplissage des documents, ainsi de suite, auprès de la CENI? Est-ce que les caisses de l'État est renflouées à ce moment? Oui, apparemment. Donc, quand il y aura toutes ces... Je ne sais pas si c'est combien par députation, tout ça qu'il faut donner. Je n'ai pas fait attention à ça. Mais déjà, le fait déjà d'être là, donc de donner, il y aura quand même une forte liquidité dans le trésor. Donc, l'État va gagner quand même. Regardons un peu, quand il y a 22 000 personnes, s'il faut payer 100 $, 100 $ à chacun, on a déjà plus de 2 millions. Donc, déjà, il y aura un peu de liquidité importante pour l'État. Et pour la présidentielle, je ne sais pas si c'est 100 000 ou combien. Donc, l'État peut se retrouver avec 5 à 10 millions comme ça. Donc, malheureusement, tous ceux qui vont dépenser, ils vont dépenser plus de 10 millions. Donc, l'État va gagner quand même. Mais comment maintenant faire assurer une gestion financière orthodoxe de ces frais? Toi qui es expert financier, comment cet argent peut être utilisé à bon escient? Quels sont les mécanismes de gestion et de contrôle que l'on peut faire par rapport à cet argent pour avoir cette rentrée dans la caisse? Oui, mais moi, je ne peux pas me mettre à la place du ministère des Finances ou quoi que ce soit. Donc, eux, ils savent le fait déjà de récolter cet argent, je me demande. Ils payent ça où? Auprès de la CENI? Ils payent ça auprès du Trésor? C'est l'État qu'on... C'est auprès des banques, hein? C'est auprès des banques. Auprès des banques. Il y a une banque qui a été désignée, oui, oui. Voilà.
Donc, auprès d'une banque qui va gérer un peu tout ça, ben, l'argent revient à l'État. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des dépenses aussi l'État qui peuvent, en exemple, tous ceux qui seront un peu la police ou tous ces gens-là qui vont un peu faire un peu la sécurité, il faut leur payer. Ben, les tout dépend de l'État. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette entrée d'argent? Ben, pour l'instant, je n'ai pas de conseil à donner. Ils ont l'habitude de le faire, donc ils feront quand même comme dans le passé. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion depuis Paris en France avec Aimé Lambala. Aimé Lambala, qui est-il? Il est CEO, donc manager général de Alsif Finance SIF, expert en haute finance, donc macroéconomique et monétariste. Nous qui étions d'une gestion à une autre, nous allons mettre ce focus, comme nous le disons, sur la gestion financière des entreprises publiques en République démocratique du Congo. Nous avons un cas, c'est le cas particulier de Congo Airways, fleuron de l'aviation congolaise, qui était Air Zaïre et après Congo Airways. Faillite de Congo Airways, 32 millions de dollars seulement pour sa relance, plaide Jules Ali Ngeti. Mais, Aimé Lambala, nous arrivons là comment? Comment une société d'aviation peut tomber en faillite? Nous avons suivi les cadres de Congo Airways, expliquer la situation, mais nous le savons sous le mandat de Joseph Kabila, Matata Ponyo, Premier ministre, ils ont mis en œuvre pour doter la République démocratique du Congo d'une entreprise aérienne de l'État avec des avions, comme il disait, pimpant neufs, mais on ne comprend pas aujourd'hui 32 millions de dollars pour sortir Congo Airways de cette crise parce qu'elle est en faillite. Mais lorsque l'on compte à peu près 4 avions, Congo Airways, c'est plus l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais pour 4 avions, vous avez un personnel pléthorique, certains disent à peu près 2500 agents. Vous, en tant qu'expert en gestion financière, essayez un peu de mener l'autopsie à ce qui a conduit qu'aujourd'hui Congo Airways soit en faillite. Merci, Stéphorien. Je vous rappelle déjà, j'ai travaillé dans l'Ariane dans le passé. J'ai été directeur général adjoint, directeur financier au Cameroun pour une société espagnole. Donc, je connais bien le management d'une compagnie aérienne. J'étais aussi en Espagne avec le groupe Gader, donc un groupe espagnol qui se trouve aussi en Amérique. Donc, l'entreprise aérienne, c'est quoi? Je connais très bien. Il y a une devise qu'on dit dans l'aérien, on entre riche, on sort pauvre. Il ne faut pas s'attendre que l'aérien, on gagne beaucoup d'argent. Non. Dans l'aérien, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Dans l'aérien, il y a des choses aussi qu'il faut vraiment s'y attendre. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus. Je peux donner un exemple simple. Une compagnie comme Sabena, qui s'attendait qu'un jour Sabena peut tomber en faillite? Qui s'attendait un jour que des grandes compagnies comme Swissair peut tomber en faillite? C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi qu'il faut s'attendre à ça dans la gestion d'une compagnie aérienne. Je disais au début, on entre riche, on sort pauvre. 3/4 des compagnies aériennes aujourd'hui n'appartiennent pas aux États. Nous, malheureusement, on veut se faire un peu la belle en disant qu'on est une compagnie nationale. Oui, on peut avoir une compagnie nationale, mais ces compagnies nationales doivent être des accompagnements des banques, des entreprises aussi, prendre part. Un exemple simple. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. La meilleure compagnie, Air France. Air France, il y a des fonds des pensions dedans. Il y a Lufthansa qui est là. Il y a beaucoup de pays qui sont là-dedans, avec les KLM aussi, ils sont là. Donc, ce n'est pas seulement Air France. La compagnie Bruxelles Airlines qui est tombée en fait, c'est la ville de Bruxelles qui est comme propriétaire, ainsi que d'autres banques qui sont derrière. Mais nous, on veut faire une société avec nous-mêmes comme Congolais, on croit qu'on va s'en sortir. Non, c'est impossible. Il faut avoir des partenariats. Aujourd'hui, on est en train de plaider, de dire ensuite Kenya Airways, ils sont meilleurs. Oui,
Parce qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des multinationales européennes dedans. Donc, on ne peut pas faire une compagnie aérienne seule. C'est quasi impossible. Donc, dans une compagnie aérienne, il n'y a pas trop de rentabilité, il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est en flairant, nous, on croit que le fait d'avoir une compagnie aérienne, on est meilleur. Non. Dans une compagnie aérienne, il faut toujours être avec les autres. Comme ça, vous y allez partager les risques. C'est comme une assurance, c'est pareil, une compagnie aérienne. On entre riche, on sort pauvre, la prévanée. Mais je t'interromps pas, mais on devrait comprendre. Vous expliquez, oui, dans une compagnie aérienne, on entre riche, on sort pauvre. Peut-être on s'est dit que l'État congolais n'avait pas compris ce principe. Mais pourquoi on doit entrer riche et pauvre? C'est à cause de l'amortissement, là on reste en comptabilité, l'amortissement des moyens, c'est à cause du coût de billet parce qu'on ne peut pas vendre le billet à son coût réel par rapport aux différentes charges, ou c'est à cause de la taxation parce que l'avion, quand il arrive dans un tarmac, il faut payer ses frais, ainsi de suite. C'est à cause de la maintenance. Explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe parce que peut-être les dirigeants congolais n'étaient pas informés de certaines missions. L'exemple simple, pour avoir des aéronefs, tout ça, il y a des entreprises, ils prennent des crédits. Il y a des gens qui ont mis l'argent. Il y a 2-3 ans en arrière, il y avait la Covid. Donc, tous ceux qui ont fait les avions ne volaient pas. Un banquier ne va pas l'attendre. Quand ça ne vole pas, il faut payer les personnels. Ceci veut dire qu'il y aura quand même manque. Aujourd'hui, les carburants peuvent monter. Alors, si vous ne suivez pas, un exemple, la RDC, on a une monnaie nationale qui est le franc congolais, qui est en dépression tout le temps. Donc, travailler le franc congolais avec des dollars, c'est qui est difficile à chaque fois. Il faut qu'il y ait acheté mais les billets, on l'achète en dollars. Oui, mais on achète dans l'économie congolaise maintenant, il est en franc congolais, ne vous en faites pas. Les dollars en soi, parlez en dollars, mais il y a dépression aussi des dollars de temps en temps. Quand il y a fluctuation négative des dollars, ça répercute aussi dans l'économie nationale. Un exemple, aujourd'hui, si vous y allez, je donne un exemple, on va réparer l'avion en Malte. C'est l'euro, ce n'est pas les dollars. S'il y a fluctuation à la baisse, donc on perd. On regarde les francs congolais, du jour au lendemain, notre trésorerie ne permet pas d'avoir plusieurs recettes avec la hausse ou baisse en plus du prix des carburants, c'est qui va impacter. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Il se passe qu'on a cru faire une compagnie aérienne pour la fierté nationale. Ce n'est plus le cas. Dans les années 80, c'était ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, une compagnie aérienne doit avoir des alliances. Il faut qu'il y ait des banques, il faut des investisseurs avec vous. Il faut qu'il y ait une bonne gestion. Moi, je me souviens, vous savez, il y a quelque chose que je voulais. Pourquoi il y a cette faillite-là? Vous voyez, notre pays, on est fiers d'avoir, mais il faut envoyer des experts pour voir certaines choses en interne. Moi, je vous dis, j'étais dans une compagnie aérienne comme directeur général, adjoint directeur financier. Je vous dis, un jour, je suis parti au Congo, j'ai vu M. Baliziri, l'ancien directeur général des Congo Airways. Je lui ai dit, monsieur, vous savez ce que vous faites. C'est bien votre compagnie, mais vous aurez des difficultés dans l'avenir. Pourquoi? Le hub, c'est-à-dire que le Kinshasa est mal positionné par rapport à l'aviation aérienne. C'est-à-dire que Kinshasa, c'est à côté. Alors, pour venir au Congo, il faut traverser toutes les régions pour venir jusqu'à Kinshasa. Ce qui veut dire que c'est trop long. Il fallait changer le hub. Le hub peut être à Tchouapa ou au centre du pays hub, c'est-à-dire que le centre pour dispatcher un peu les avions. J'ai suivi aujourd'hui le nouveau directeur général des Congo Airways. Il a parlé de ces choses-là. J'ai compris, il a compris un peu. Il a dit qu'il faut faire 3 hubs pour Congo Airways. Ça soit plus Kinshasa, mais ça soit dans 3 coins de la République. 3 hubs. Mais moi, j'ai trouvé 3 aussi, c'est un peu trop... oui, ben c'est trop, quand il dit 3 hubs, je crois qu'il est un peu trop avare de dire ça, mais déjà le fait de déplacer les hubs à Kinshasa, c'est très intéressant déjà, pour essayer un peu de dispatcher un peu le vol, les gens puissent être le vol soit en mouvement, et tout ne soit pas concentré à Kinshasa. Le fait d'être concentré à Kinshasa, ça pénalise beaucoup de choses. Mais si on était dans le Tchouapa, au centre, si c'était au centre, ça allait être très intéressant. À chaque fois, ils peuvent dispatcher. Moi, je me souviens un jour, quand je travaillais au Cameroun, parce qu'il n'y avait pas de vol direct, pour venir à Kinshasa, j'ai pris c'était l'avion Royal Air Maroc. J'ai pris ça à Douala pour venir au Congo. J'ai pris à Douala. On a traversé la RDC jusqu'au Maroc. J'ai changé en un deuxième avion de Rabat jusqu'à Kinshasa. Aller-retour. J'ai traversé le pays 2 fois. Parce que si on avait un hub au centre,
on ne pouvait pas traverser à deux fois. On pouvait se limiter déjà au Tchapa. Et il y a deuxième, on appelle ça deuxième et troisième liberté dans l'avion. Et l'autre pouvait prendre les relèves jusqu'à Kinshasa. Mais le fait de faire ces tours-là, c'était trop. Et j'ai compris aussi, monsieur le DG qui est là, je crois que c'est quelqu'un qui connaît un peu l'aviation. Il a dit que le hub, mais oui, de 3 hubs, c'est un peu, c'est trop. Mais dans un premier temps, le fait d'avoir déjà l'idée de hub, déplacer le hub, que ça soit au centre, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne maîtrise un peu de la gestion aérienne pour l'instant. Mais la faillite de Congo Airways, il y a plusieurs impératifs. Je vis baliser et je l'ai dit, l'ancien DG, j'ai dit, mais il faut organiser des vols low cost, des vols touristes. Un avion, c'est fait pour voler. Je dis, il faut désengorger certaines régions, dans ce sens que tous les week-ends, organiser des vols low cost dans des provinces. Des gens de Lubumbashi venaient à Kinshasa, allaient là-bas, tout ça à des prix minimes. Il y avait des hôteliers qui m'ont dit, oui, on peut le faire avec eux. Mais quand vous voyez un vol sur Kinshasa, Lubumbashi en journée et le week-end, non. Il faut organiser des vols. Un avion, c'est fait pour voler tous les jours. Et malheureusement, ils ont mis des gens un peu qui connaissaient moins un peu l'aviation. Donc, c'est des gens un peu en politique qui connaissent moins de l'aviation. Quelqu'un qui sort un peu en économiste, il n'a jamais travaillé dans l'aviation, il est pour la gestion. Mais la rotation sur l'aviation, il faut connaître. Quand j'ai dit hub, j'ai été content de voir un peu monsieur le DG qui a dit ça. Mais j'ai trouvé un peu, il a dit il va faire un peu l'Europe, l'Amérique. J'ai dit non. S'il commence à dire ça, ça c'est un peu des choses un peu. Il va trop loin parce que commencer l'Afrique maintenant, on n'a pas encore commencé, fini l'intérieur du pays. Dans 3 mois, 4 mois, là, à sortir du Congo. Mais ça, c'est un peu un jeu d'hasard, quoi. Donc là, il ne maîtrise pas encore où il veut faire ses concurrencer un peu pour se faire voir. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien. Il faut servir un peu l'intérieur du pays. Et mesdames, là, je vais donner un témoignage. Dans mes différentes missions de travail à Goma, Bukavu, je prenais CA pour m'amener à Bukavu ou Goma, parce que quand vous arrivez de Kinshasa à l'aéroport de Goma, vous devez traverser le lac par canot rapide ou bateau ou IUC, et là, vous arrivez à Bukavu. Ou soit vous quittez Kinshasa ou Bukavu à l'aéroport de Kavumu pour arriver. Kavumu et Bukavu, c'est 50, c'est à peu près 40 kilomètres si je ne m'abuse pas. Mais déjà, vous remarquez les frais, le coût de billet. Pour celui qui quitte Kinshasa, Bukavu, Kinshasa, Maniema, Kinshasa, Goma, coûte plus cher que le billet Goma-Kigali. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc, ceux de l'Est avaient cette facilité de voyager vers Kampala, vers Kigali à moins cher que Kinshasa. Donc, ça faisait qu'il peut faire 10 ans, 20 ans. Il a la facilité d'aller au Rwanda, à Kampala, à Bujumbura, mais il n'a pas la facilité de venir à Kinshasa. Or, Kinshasa est la capitale de son pays. Tu t'imagines? Et à chaque fois quand j'allais rencontrer des confrères journalistes ou des collègues des ONG, des experts en communication, en gestion de projet, ils étaient contents de me voir qui venait de Kinshasa, mais ils ne comprenaient pas comment venir. Donc, ils trouvaient que j'avais plus de moyens pour venir là-bas. Mais par exemple, les télévisions, les voitures, ils achetaient à Goma, à Kampala, à Kigali facilement parce que la communication, les moyens de communication, les avions étaient plus faciles. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est déjà une politique qui a existé, qui fait que sur le plan administratif, infrastructure, il y a un gap qu'on ne sait pas couvrir en une année ou 6 mois, comme vient de dire le DG que vous avez suivi de Congo Airways? Mais moi, je dirais ceci. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a le hub, c'est-à-dire que tous ceux qui sont non loin de Goma, la capitale de Kigali, c'est à côté. Donc, Kigali, c'est à côté. Ils ont la facilité de venir et retourner facilement de tous ces coins-là. Parce qu'ils sont vraiment plus proches. Kinshasa, c'est à l'extrémité, c'est très difficile. C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'il y ait un centre, que mettre quelque chose au centre pour essayer un peu de décongeler, c'est-à-dire que dispatcher un peu les gens puissent un peu
arriver à s'en sortir facilement. Mais si on reste à Kinshasa, là-bas, Kinshasa, c'est mal positionné. Une compagnie aérienne ne peut pas avoir le central en peu de dispatching à Kinshasa. Il faut que ça soit au centre. Si c'était au centre, un exemple simple, vous y allez à Goma, comme ça, ben, on vous prend jusqu'à Tuapa, et un autre Fokker, un petit avion qui vous ramène de l'autre côté là. C'est-à-dire que ça peut faire tous les tours. Donc vous arrivez là, vous faites escale 1 heure du temps. Et c'est comme Congo Airways, Ethiopian, pareil. Vous venez à Kinshasa, vous venez de l'Europe ou des États-Unis, vous arrivez à Addis Abeba, tous, vous restez là-bas, ils vous prennent en relais. Ce n'est pas le Boeing que vous amenez de l'Europe ou de l'Amérique. Mais pourquoi on ne pouvait pas le faire en République démocratique du Congo, les entrepreneurs, ceux de la diaspora qui ont de l'argent, comme vous avez donné l'exemple des États-Unis, de la France, surtout aux États-Unis. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des grands avions pour m'amener à New York ou bien à Boston. J'ai tout simplement des correspondances locales. Est-ce que ça aussi, c'est la faute de l'État qui n'a pas pu créer un écosystème où des sociétés d'aviation locales pouvaient se développer comme de taxis pour pouvoir relier des points facilement, comme ça s'est fait à travers le monde. Les États-Unis sont tellement grands, hein, 54 États, et vous avez des avions, même dans les États, vous avez des petits avions qui circulent. Hein. Donc, c'est pas rien. C'est la faute à l'État, c'est pas aussi la faute à l'État. L'État, c'est toi et moi aussi. Tous ceux qui sont amenés à faire un peu la gestion de ces compagnies-là, il faut qu'ils réfléchissent. Il faut qu'ils amènent autre chose. Un président qui vous nomme, c'est vous qui avez amené notre expertise maintenant en disant que désormais, je vais maintenant travailler dans tel domaine, tel ça et ça, amener du nouveau. Mais si vous continuez toujours à travailler dans l'ancienne méthode, tout ça, parce que quitter Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, ça s'arrête là, vous n'arrivez pas. Il faut modeler. Moi, je vous dis clairement que j'ai vu Baliziré un jour. J'ai dit qu'il faut changer. Ce que vous faites, ce n'est pas vrai. Je lui ai dit, il faut amener ça à Chopo au centre. Je lui ai dit, ou Sankoro, je lui ai dit ça. J'ai dit, vous ne pouvez pas rester tout ça comme ça. Je lui ai dit. Mais est-ce qu'il m'a écouté? Non, il ne m'a pas écouté parce que lui, il a sa vision à lui. Mais il faut adopter d'autres mesures de gens qui peuvent apporter l'expertise. Mais comment expliquer sous le Zaïre, on avait Ouetrafa, Mara Line, tous ces avions. Vous avez les diamantaires qui quittaient Chikapa en avion. Comment ils faisaient? Il y avait ceux qui allaient au Sankourou, il y avait ceux qui arrivaient facilement au Manième avec des avions sous Mobutu. Comment ils le faisaient et aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire? Non, on le faisait parce qu'il y avait plusieurs petites compagnies aériennes dans les temps et il y avait aussi moins de personnes. Il y avait moins de contraintes aussi aujourd'hui, il y a tout ça qui vous impose aussi de réglementation, tout ça, moins d'accidents, tout ça dans les temps. Mais aujourd'hui, il y a la population, il y a beaucoup de gens, il y a des contraintes aussi de financiers, il y a aussi donc la masse des gens sont devenus importants, donc il y a aussi le coût de billets, tout a changé, tout a augmenté, ce qui veut dire que, comme je disais au début, pourquoi ces sociétés n'ont pas existé? Parce que dans l'aérien, je vous l'ai dit toujours, on entre riche, on sort pauvre. Pourquoi ils se sont cassés la gueule? Parce que ça n'allait pas. Ces sociétés sont parties. Pourquoi? Parce que les gens croient que ça va, ça ne va pas. Il faut avoir des partenaires, il faut avoir des banques, il faut avoir des multinationales avec vous pour exister demain. Il faut avoir un bon management, donc une bonne politique benchmark surtout. La bonne politique benchmark, il faut copier aussi les autres qui ont réussi. Il ne faut pas se focaliser sur vous-même. Là, non. C'est-à-dire qu'il faut une expertise externe de gens qui comprennent les choses, qui peuvent vous apporter une bonne expertise. Malheureusement, chez nous, on ne peut pas avoir un consultant externe. Moi, je dis, je connais, je parle de Hub aujourd'hui, je t'en parle aujourd'hui. Mais ça fait plus de 4 ans, 5 ans, je parle au DG Balizé, mais personne ne m'a suivi. Mais quand j'ai suivi l'autre qui m'en parle aujourd'hui, j'étais content. Je dis, ah ben voilà, je sais que moi j'ai toujours prôné Hub, que ce soit à l'extérieur. Mais lui, il vient d'en parler. Je dis, ben, voilà un peu. Ben, si l'autre m'avait écouté, peut-être on allait avoir autre chose. Mais tu as parlé aussi de le nombre de personnes, aussi 2500, tout ça. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est un peu des nombres un peu exagérés. Parce que j'ai suivi le DG, il y a 1 millier de personnes quand même. Hein. Donc, dans chaque aéronef, il a dit il faut 80 personnes. Un avion a droit à 80 personnes. Donc, c'est-à-dire quand vous avez 4 ou 5, il faut aussi, il veut en avoir 8. Donc, au lieu d'embaucher encore des autres, quand il y aura 8 aéronefs, donc le même nombre de personnes, mais ils vont rester là. Et puis, deuxièmement, il y avait des charges très importantes de l'agent aussi. Il fallait réduire les charges, tout ça, pour qu'il y ait aussi la viabilité d'entreprise. Donc, sans un bon rendement, donc il n'y aura pas une bonne rentabilité. Il faut voir l'effet aussi multiplicateur demain dans cette entreprise. Donc un bon rendement, il y aura aussi une bonne rentabilité aussi demain.
Voilà, nous allons parler de la Banque centrale, taux d'intérêt, nous allons parler du franc congolais. Vous avez remarqué, l'un des facteurs qui fragilise aussi les entreprises en République démocratique du Congo comme en Afrique dans sa gestion, c'est la monnaie qu'on utilise. Nous allons commencer avec les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt de la Banque centrale fluctuant en hausse, en baisse. Pourquoi aimer l'Ambala? Alors, il y a un problème maintenant. Il y a plusieurs critères qu'on peut parler sur le taux d'intérêt. Donc, il y a deux méthodes. Il y a les taux directeurs. Les taux directeurs, c'est les taux que la Banque centrale fixe pour donner les crédits aux banques commerciales. Le taux d'intérêt normal, réel, c'est les taux nominaux, c'est les banques commerciales. Ils donnent aux entreprises, vous et moi, tout ça. Donc, il y a deux taux. Donc, je vais expliquer un peu en premier d'abord en taux d'intérêt, c'est-à-dire que la Banque centrale arrive à calculer ce taux directeur comment. Il fait allusion d'abord à l'inflation, le taux réel d'équilibre, donc l'inflation plus taux réel d'équilibre, plus un quart des productions, un quart d'inflation. Tout ça, ça donne l'idée de taux directeur. Alors nous, il y a un problème maintenant, quand il y a l'inflation est à hausse, il faut faire allusion aussi au taux réel d'épargne. Le taux d'épargne, c'est quoi? C'est-à-dire que l'entrée en trésorerie est sortie en trésorerie, c'est-à-dire que les gens qui mettent leur argent à la banque, et cet écart-là, c'est donne le taux d'équilibre. Et les endémies des productions, endémies de l'inflation, c'est qu'il donnera à la Banque centrale d'avoir le taux directeur. Donc, dans ces taux directeurs, il y a aussi l'inflation qui est dedans. Donc, s'il y a la masse monétaire très importante, il y a l'activité. Il y a moins, un exemple, je dirais que si la masse est de 100%, la masse monétaire en circulation est de, un exemple, 20%. Donc de 20%, et l'activité en soi, c'est l'activité qui est générée dans l'économie réelle, et des 3%. Donc l'inflation sera des 17%. Et ces 17%-là, rajoutez maintenant les taux réels d'équilibre, donc l'épargne au pas, puisque l'inflation et l'inflation ainsi que la production, ça va générer maintenant un taux d'intérêt. Il y a aussi la partie taux réel, donc les banquiers donnent banquier, c'est-à-dire que la banque commerciale donne. Il se calcule comment il prend les taux nominaux, donc l'intérêt nominal, donc le taux nominal, donc plus en demi des productions, plus en demi de production ainsi que d'inflation, plus sur le taux d'épargne et de combien, et là, ça va donner un peu, les banquiers vont calculer le taux d'intérêt. Mais cela dépend de quoi? Les taux d'intérêt, taux directeur. Déjà, la banque centrale, quand il va donner son taux directeur, il prête aux banques commerciales. Les banques commerciales vont augmenter aussi leur assurance, leurs intérêts, tout ça, pour avoir un taux réel maintenant, avec l'inflation à la fois. Donc, qu'est-ce qui fait? Donc, ces taux varient tout le temps. Mais il y a un problème maintenant que je vis, c'est que la Banque centrale n'a pas joué son rôle comme il faut. Pourquoi? Vous avez posé la question qu'il y a toujours dépression de la monnaie et tout ça. Les francs Oui, congolais pourquoi il y a toujours est dépression de la déprécié. monnaie? Pourquoi? D'abord, il y a un problème qu'il faut que les Congolais mettent en tête. Le franc congolais va se déprécier tout le temps. Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce qu'on a un régime d'échange flottant. Dans un régime flottant, les taux n'ont jamais été stables. Il y aura toujours dépréciation des taux, c'est-à-dire à la hausse, parce qu'on a un taux flottant. C'est les marchés qui régulent le marché long. Nous, on n'a pas un marché long, c'est-à-dire qu'on dépend des dollars de l'extérieur qui régulent notre marché. Parce que le marché long, c'est quoi? C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Une banque commerciale, une banque centrale prête à court terme, c'est-à-dire qu'à court terme, pour prêter à long terme. Alors, c'est le marché long terme, c'est le marché long qui régule l'économie. Malheureusement, nous, on n'a pas ces marchés longs, on se réfère toujours au marché court. Alors, dans un régime flottant, la monnaie n'a jamais été stable. Donc, ça répercute plus sur l'inflation et consomme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce point-là? Moi, j'ai entendu plusieurs personnes, des éminents professeurs économistes, se dire que oui, on est bien dans un taux flottant, tout ça. Non, les taux flottants, la RDC, c'est une petite économie, on aura toujours des problèmes. Oui, je sais que les taux fixes ont toujours été difficiles parce qu'il y a moins de réserves d'échange. Mais dans le contexte actuel, le taux fixe est mieux que les taux flottants. Pourquoi on a adopté les taux flottants? On a adopté les taux flottants parce que la RDC faisait allusion aux miniers. Parce qu'ils devaient vendre à l'extérieur pour ramener l'argent dans réserve d'échange, c'est plus important, ce qui a fait qu'à chaque fois, on peut réguler un peu le marché parallèle, le marché local en devises étrangères. Et voilà, ce qui fait que ces devises ne reviennent pas.
Donc, il faut soutenir notre économie avec le peu de liquidité qu'on peut avoir, ce qui est difficile. Alors, j'épinglerai aussi, il y a un problème aussi, donc la monnaie, la Banque centrale a fait, je ne sais pas si je peux dire, c'est une bêtise ou une erreur, dans le sens que durant le 3 mois, au mois de mars, les taux étaient de 8,25% à 9%, c'est-à-dire que la Banque centrale a augmenté des 75 points de base le taux d'intérêt. Donc 0,75, 175 points de base, la Banque centrale a augmenté. Après 3 mois encore, le mois de juin, la Banque centrale, quelque chose qui passe de 8 à 9, c'était 75, et qui passe de 9 à 11%, c'est-à-dire que 200 points de base, c'est-à-dire 2% de hausse. Troisièmement, 3 mois encore. Qu'est-ce qui se passe encore? La Banque centrale majore de 11% à 25% de taux de base. C'est-à-dire qu'à 1400 points de base, en général, durant les 6 mois, la Banque centrale a majoré le taux directeur de 1675 points de base. C'est dû à quoi? Pourquoi il majore comme ça? Il veut répondre à quel problème donné? Solution à quel problème? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a un problème maintenant. Il s'est passé que le mois passe, tout ce qui s'est passé, moi je voulais dire qu'il faut être orthodoxe. Et moi je suis plus cartésien dans ce sens que très analytique dans ce sens. Quand on fait la gestion financière, dans beaucoup de choses, il faut être vraiment méticuleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu maintenant, on a eu une inflation voulue. C'est cette inflation monétaire est voulue. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que la Banque centrale a pu se précipiter en augmentant les taux. L'inflation est voulue comment? On a connu l'histoire un peu de la francophonie, vous savez. Il y a la francophonie. Oui. Quand il y avait la francophonie, qu'est-ce qui s'est passé? La francophonie a bénéficié à qui? À Kinshasa seulement. C'est la région de Kinshasa qui est inflationniste. Parce qu'on a, c'est-à-dire que c'est une inflation voulue. Et pourquoi? Parce qu'on a investi plus à Kinshasa que dans d'autres provinces. Ce qui veut dire que la partie inflationniste monétaire, c'était Kinshasa. Ce n'était pas d'autres provinces. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une inflation. Ça a toujours été Kinshasa. Kinshasa bénéficie de beaucoup de projets. Voilà, mais ça ne pouvait pas être partout. C'était une inflation locale, provinciale, au niveau de Kinshasa avec cette histoire-là. La Banque centrale a majoré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un deuxième choc inflationniste aussi, choc négatif des matières premières. Quand il y a choc négatif des matières premières durant la période de francophonie, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait avoir les devises et aller acheter à l'extérieur, commander certains produits. Quand on commande à l'extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déprécie la monnaie nationale. Donc, le franc congolais se déprécie par rapport à une monnaie étrangère parce qu'on va acheter à l'extérieur, parce que certains produits ont une choc. Donc, on a un choc de matières premières voulues parce qu'on n'a pas ça. Il fallait acheter à l'extérieur. On a acheté à l'extérieur, ça déprécie la monnaie nationale. Ce qui veut dire que la monnaie nationale n'est pas dépréciée. Elle a toujours été dépréciée des francs congolais depuis longtemps parce qu'il y a l'ancrage avec les dollars, ce qui veut dire que cette monnaie est toujours en dépression. Alors, cette histoire n'allait pas durer. C'était l'effet de mode un peu. C'était quelque chose qui allait durer. Mais la Banque centrale s'est précipitée. Pourquoi? Parce que il y a eu malgré, durant cette période inflationniste-là, il y a eu de mesures. Quand vous avez suivi, vous et moi aussi, en disant que les 3 premiers mois, la Banque centrale a dit, alors, pour réguler un peu l'inflation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, désormais, il faut les cambistes puissent mettre un peu le taux à l'intérieur de leur bureau. Ne pas les afficher, en public. Si vous mettez les taux à l'intérieur, ça va faire quoi pour baisser les taux? Mais ça n'a rien du tout. Ça, c'est des mesures un peu nulles. Non, mais c'est pour éviter la spéculation. Non, la spéculation, ça sera plus grave si je vous dis le montant que je veux. Il faut afficher que tout le monde soit au courant, il y a la concurrence. Moi, je mets à 21, 26, 50, l'autre met à 26. Il y a une spéculation, c'est-à-dire que les gens peuvent choisir là où ils vont. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé l'effet de dire que mettre le prix à l'intérieur. Deuxièmement, j'ai suivi la Banque centrale dire quoi? Dire que désormais, il faut payer. Vous avez suivi, il faut payer maintenant. Le mesure, il faut payer. Désormais, il faut payer maintenant les gens par francs congolais par la voie bancaire. Mais regarde ce qui se passe. Vous me payez en francs congolais par voie bancaire, mais j'ai besoin de devises, je vais faire quoi? Si je retire mon argent, je vais chez les cambistes, ça ne change rien. Laurent Désiré Kabila aussi a utilisé ce moyen-là. Ça ne change rien, parce que même si vous y allez là-bas, les gens, ils vont... Si vous... Je pose la question, M. Forien, vous payez par le voie bancaire.
Là, les gens, ils ont leur argent. Ils ne vont pas garder le franc congolais en voie bancaire. Pourquoi? Le franc congolais, ce n'est pas une réserve, une monnaie un peu des réserves. Si tu laisses le franc congolais dans une banque, au bout de 6 mois, 8 mois, ça perd la valeur. Les gens préfèrent le faire sortir directement pour avoir des dollars. Donc, je ne peux pas laisser mon argent, malgré vous dites qu'il faut passer par la banque, je dois récupérer ça. Parce que si je laissais ça au niveau bancaire, elle perd de la valeur. Je préfère retirer ça, aller chercher des devises à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale, il fallait qu'ils puissent faire apprécier les francs congolais. Toutes ces mesures-là, ça n'a rien changé. La preuve en est que 3 mois après, ils ont rajouté de 1400 points de base pour dire que l'inflation est là, il faut aller faire tout. Donc la Banque centrale... Aimé Lambala, sans t'interdire de continuer, j'ai le site de la Banque centrale parce que j'utilise 2 moniteurs. Oui. Sur le site de la Banque centrale, vous voyez que c'est affiché le taux $1 pour 2486 francs plutôt, 1698 CDF. Pourquoi? Ça, c'est pour ceux qui nous suivent. Pourquoi le taux d'échange affiché par la Banque centrale du Congo ne coïncide jamais avec le taux sur la rue? C'est normal parce que eux, si ce n'est pas régulé, parce qu'on a un régime d'échange flottant. Dans un régime flottant, les taux n'est pas fixe. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un quelque chose parce que c'est flottant. Si c'était fixe, à chaque fois, vous mettez moins ou plus, l'État est là pour réguler. Vous laissez, l'État donne une idée seulement 24, mais les gens peuvent mettre ce qu'ils veulent. La preuve en est que dans le bureau d'échange, du jour au lendemain, le taux flotte. Il y a fluctuation des taux. Chacun cherche à avoir son pips ou spread chaque fois. Donc, parce que le régime est flottant, le régime d'échange est flottant. Ce qui veut dire que la Banque centrale donne une idée par rapport à l'économie mondiale, tout ça, le marché international, il dit 24, tout ça. Mais en soi, chacun est libre de mettre sur son prix. Mais l'État congolais n'a jamais imposé au cambiste de mettre tel prix. Non. Ils sont libres de mettre ce qu'ils veulent. Parce qu'on est dans un régime flottant. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que quand ils ont monté les taux, c'est-à-dire qu'il y a eu l'inflation, quand la Banque centrale augmente de 25 points de base, donc de 1400 points de base à 25%, il casse la croissance. Il a préféré l'inflation que la croissance. Quand on casse la croissance, on revient sur le macroéconomique. C'est-à-dire que si il revient sur le macro, donc il laisse maintenant la politique économique réguler l'économie, dans ce sens que, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait la liquidité, la croissance. Par contre, la Banque Mais alors, quel est le travail de Nicolas Kazadi dans ce cadre? Parce que c'est lui le numéro 1 des finances en revenu du Congo. C'est Nicolas Kazadi qui devait prendre la relève. Prendre la relève comment? C'est-à-dire que la politique monétaire a affiché, c'est-à-dire on appelle ça en jargon un peu, il y a le quantitative tightening, c'est-à-dire que la Banque centrale va réduire un peu la taille de son bilan. Donc, c'est-à-dire il fait un peu stériliser la monnaie sur le marché d'échange ou l'économie réelle. Maintenant, la politique économique devait maintenant réguler les marchés. Parce qu'il y a moins de liquidités sur les marchés, l'indicateur monétaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de la base monétaire injecte moins de liquidités pour la masse monétaire, ce qui veut dire qu'il y aura moins de liquidités pour l'économie réelle. Maintenant, la banque, le ministère de l'économie devait appliquer une politique économique d'expansion, moins de taxes, tout ça pour permettre maintenant aux entreprises de s'en sortir, tout ça. Mais le fait qu'il y ait moins de liquidités maintenant, que la Banque centrale a freiné ces liquidités en disant que je ne veux plus donner les crédits, donc je vais donner les crédits en compte-gouttes. Mais comment est-ce que les entreprises vont s'en sortir? C'est-à-dire qu'il a préféré réduire l'inflation en sacrifiant un peu la croissance demain. Alors la croissance, c'est maintenant Nicolas qui va dire quel est le modèle économique qu'on va suivre. Pour l'instant, au Congo, il n'y a pour pas ceux qui ne connaissent pas Nicolas Kazadi, c'est le ministre des Finances en République démocratique du Congo. Pour l'instant, il n'y a rien. Regarde ce qui s'est passé dans des pays développés. Il y a eu aux États-Unis, il y a eu l'hélicoptère monnaie, on a donné l'argent à tout le monde. En Europe, il y a PGI, c'est-à-dire que l'État donnait l'argent aux entreprises pour qu'ils puissent s'en sortir parce qu'ils n'avaient pas ils s'en sortaient pas. Dans les cas actuels, qu'est-ce qu'il fallait faire? On laisse le macro. Il fallait choisir maintenant de ces boucles. Il faut choisir maintenant donc la productivité ou bien le prix. Ce qu'il fallait faire maintenant, c'est la politique économique qui devait jouer. Nicolas pouvait réduire le prix de certains produits, importer certaines taxes aussi pour permettre aussi maintenant de réguler un peu l'économie. Est-ce que là, ce n'est pas le travail de Vital Kamerhe qui a commencé avec la brigade de contrôle de prix sur le marché? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un petit ministre de l'économie.
Oui, mais c'est entre les deux, parce que si l'autre fait ça, ça impacte mais les budgets, il faut qu'ils travaillent en symbiose. J'ai toujours dit qu'un ministre, le ministre de l'économie et des finances doit être une seule personne. Parce que quand on Ça, dispatche c'est comme ça, vrai, parce que c'est un peu compliqué. à cet instant, aujourd'hui, il faut réduire les taxes ou réduire un peu certaines choses. Mais si tu réduis un peu celui de l'économie, des finances qui doit payer le budget, tu dois établir son budget, toi, tu réduis un peu les recettes Est-ce fiscales que ce n'est et pas ça pour va cette impacter. raison que Matata Pogno avait fait la troïka avec les trois grands ministres? Il y avait le ministre, le premier ministre, il y avait le ministre de l'économie et le ministre des finances. Oui, c'était bien parce que lui, il était l'argentier, il gérait les tout à la fois. Il savait qu'est-ce qu'on peut faire. Mais là, on a dispatché un peu en désordre sans pour autant réguler un peu l'économie réelle. On se retrouve aujourd'hui, il y a hausse des taux d'intérêt de 1400 points de base. Dans les 6 mois, ça nous a fait 1675 points de base. Ce qui veut dire qu'on a cassé la croissance. On a cassé la croissance, c'est-à-dire qu'il y a moins de liquidités. Le multiplicateur monétaire n'y est plus. Il y a trappe de liquidités dans l'économie. Ce qui veut dire qu'il y a un problème maintenant de liquidité. Il y a un problème maintenant, ce qui se passe. Alors, durant cette période aussi, c'est fort rien, il y a eu le franc congolais qui a eu, sur la période un peu de francophonie, les francs perdus, ça a baissé, tout le monde était content en disant que oui, le franc congolais a pris de la valeur. Moi, j'ai dit non, mais les gens se sont trompés. Les francs congolais ont perdu de la valeur durant cette période. La monnaie était régulée par des spéculateurs. Quand les gens s'applaudissaient, on dit les francs congolais ont pris de la valeur. Non, mais on en est où maintenant? C'est le spéculateurs qui ont régulé le marché. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il s'est passé qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui régule la politique monétaire. Malheureusement, la politique monétaire doit être régulée par le comité politique monétaire de la Banque centrale. Bon, moi, je veux retenir quelque chose aussi en disant au chef de l'État dans l'avenir, tout ce qu'il y a eu comme messe en appelant puis IGF, tout ce monde-là se réunir pour parler de la politique monétaire. C'est faux. Ça a donné place aux spéculateurs. La politique monétaire doit être régulée par le banquier. La Banque centrale, les banquiers centraux, c'est eux qui ont le monopole. Et ça ne doit pas être quelque chose de spéculation. Quand on spécule, on pousse aux spéculateurs de profiter de ça. Durant la période un peu de francophonie, il y a eu trop de liquidités qui est sortie en franc congolais, ce qui a fait que ça a plongé les marchés. Donc la monnaie a perdu de la valeur. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En disant qu'en injectant les 150 millions dans l'économie réelle, pour pallier à cette hausse de liquidité. Mais ça a profité à qui? Ça a profité aux spéculateurs. Mais les messieurs, tout le monde congolais n'a pas profité de ça. Le monsieur lambda n'a pas profité, ça a profité qu'aux Ça a spéculateurs. profité des nouvelles infrastructures, des nouvelles infrastructures de sport. Oui, mais excuse-moi un peu. Ces infrastructures-là, ça qui a poussé à l'inflation? Je ne crois pas. Ça, c'est une inflation en choc saisonnier, quelque chose un peu de temporaire. Est-ce que les gens de Lubumbashi ont profité de ça? Non. Kinshasa n'est pas l'RDC. Si des projets comme ça, chaque province faisait ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas seulement la Kinshasa qui peut profiter. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a profité à Kinshasa, mais ça n'a pas impacté l'économie nationale en général. C'est quelque chose qui nous a amené maintenant à l'inflation. C'est une inflation qui est voulue. Et la Banque centrale a confondu à cette inflation en croyant que c'est une inflation généralisée. C'est l'inflation voulue, choc d'inflation voulu par une période de francophonie. Et la hausse aussi de 25%, ça impacte maintenant la croissance pour 2024. Donc on est à 3 élections, mais je crois qu'il y a eu une erreur aussi d'appréciation de la Banque centrale d'augmenter de 1400 points de base de taux directeur. Si vous me permettez, j'aurais deux, trois conseils à dire. C'est-à-dire, vous savez, il y a un problème en RDC. La Banque centrale gère tout, malheureusement. Quand il y a des faillites de sociétés financières, tout ça, la Banque centrale, c'est les prêteurs en dernier ressort. Il ne joue pas son rôle de dernier prêteur. Mais il devait prêter comme ça se fait ailleurs. Oui. Quand il y a la faillite de BIAC, si la Banque centrale peut sauver cette banque, une banque comme ça en faillite, la Banque centrale, il est lui-même conseil prudentiel. Et pourtant, il fallait qu'il y ait une structure à part, conseil en prudentiel, pour réguler un peu tous ces problèmes-là. Deuxièmement, il faut maintenant qu'il y ait une assurance dépôt en cas de faillite d'une banque et ces gens-là sont remboursés. Qui donne cette assurance dépôt? C'est l'entreprise elle-même? Non, mais vous ouvrez un compte. Vous payez peut-être 10 dollars comme ça comme assurance. Quand il y aura quand même faillite d'une banque, on vous rembourse à hauteur peut-être de 5 ou 10 000 comme ça. Donc, si vous faites des choses comme ça, les gens viendront. Mais la Banque centrale ne peut pas être juge et partie. Aujourd'hui, il y a la BIAC qui est en panne.
Mais la Banque centrale pouvait sauver bien, malheureusement. Leur management qu'ils ont mis en place, c'était n'importe quoi. Et pourtant, il y a une mauvaise politique microprudentielle des entreprises. C'est-à-dire qu'il manque un peu l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que risque et moral, ainsi qu'action risque. Aimé Lambala, allez-y. Voilà, donc c'est-à-dire que la Banque centrale ne peut pas. Il nous faut une haute autorité de stabilité monétaire en place. Il nous faut aussi un comité, c'est-à-dire que de la concurrence. C'est-à-dire que pour veiller un peu à la concurrence, tout ça. Et puis, il faut aussi une assurance pour les dépôts en cas de faillite, que les gens soient remboursés. Malheureusement, chez nous, ils ne font pas ça. La Banque centrale ne peut pas Pour la être BIAC, c'était maître vraiment sur difficile. Hein. la J'ai même politique suivi des monétaire. clients qui, même les agents, c'était vraiment… Ça ne donne pas envie de mettre l'argent à la banque du jour au lendemain. Mais pourquoi les… C'est vrai qu'on est déjà à la fin, mais pourquoi ça n'arrive pas à la Robank, l'UBA, EcoBank? Non, mais ça n'arrive pas parce qu'eux, ils travaillent avec un exemple UBA, c'est une banque étrangère. Là, c'est une succursale seulement. Mais United Bank of Africa. la banque, comme cette faillite-là, comme je disais un peu, c'est-à-dire que la Banque centrale est au courant. Quand le réserve d'échange d'une banque s'épuise, la Banque centrale est au courant. Mais s'il y avait un comité prudentiel à côté, de contrôle prudentiel, et vous pouvez donner l'alerte en disant à la Banque centrale, regarde, cette société, ils perdent de l'argent, ça et ça, il faut faire attention. Mais la Banque centrale laisse comme ça jusqu'à la fin. À la faillite, il intervient aussi pour donner des conseils. Non, il faut laisser une autre structure indépendante pour réguler le sortie de fonds, le banque, les assurances quand il y a un problème. Même la politique macro-prudentielle de banque et micro-prudentielle. Parce que micro-prudentielle pour veiller aussi aux banques commerciales ainsi qu'aux sociétés financières et assurances. Mais sans cette comité qui veille à la gestion quotidienne de ces compagnies financières-là, il y aura toujours des faillites. La Banque centrale ne peut pas être juge et partie à la fois. Malheureusement, toutes ces faillites, quand je vois une société comme Afriland et First Bank, elle est en faillite, c'est voulu par la Banque centrale, malheureusement. Et pourtant, bien, une société comme Biac, on pouvait la sauver très bien. Biac, il avait des actifs. Malheureusement, on n'a pas voulu sauver Biac. Et quel est le rôle de la manque de volonté politique ou c'était juste… Non, mais moi j'ai compris, j'ai demandé à quelqu'un au Congo, il m'a dit qu'il y a si le politique prête l'argent, bah, ils ne veulent pas rembourser, il faut mettre en faillite cette société, c'est tout. Parce qu'ils ont l'argent, ils ne veulent pas rembourser. La prévenée, après dans cette banque, ils ont confisqué leur licence. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ont pris beaucoup d'argent, ils ne veulent pas rembourser. Ben, ils ont confisqué la licence pour dire qu'ils perdaient, vous partez, nous on garde notre argent. Donc ça ne donne pas envie. Donc il y a un problème sur Mais tout. il n'y a pas un tribunal international qui peut gérer cette affaire. Non, mais tout dépend, ça, c'est les droits congolais. On est en RDC, c'est le droit congolais qui règle ça. Ça, c'est un problème de la Banque centrale. C'est l'État congolais, le ministère des Finances, le président va dire demain, il faut mettre une surprise. C'est comme les assurances aujourd'hui. Il y a quelque chose qui gère les assurances. Les assurances, il y a Arcade, des assurances là. C'est-à-dire qu'ils veillent aussi au bon fonctionnement des assurances. Mais la Banque centrale n'a pas ça. Pour les sociétés financières, ça doit être indépendante, une société indépendante de la Banque centrale. Et pour réguler la politique micro-prudentielle, conseil macro-prudentiel à la fois. Mais sinon, ça sera toujours le cas. Et la Banque centrale ne joue pas son rôle de prêteur en dernier ressort. Quand il fait monter les taux comme ça, bidon, c'est n'importe quoi. Et je vais terminer en disant ceci. Vous savez, quand on a injecté 150 millions de dollars pour réguler l'économie, soutenir la monnaie, c'était suicidaire. La Banque centrale, ils ont utilisé une politique monétaire non accommodante, non conventionnelle, mais en faisant un peu la non-stérilisation monétaire. Dans la non-stérilisation monétaire, c'est-à-dire qu'il y aura toujours le prix à la hausse et à la baisse. Même vous achetez ou vous vendez la monnaie ou vous achetez une monnaie étrangère, il y aura toujours spéculation là-dedans, c'est hausse et à la baisse. Par contre, ils se sont trompés, il fallait qu'ils fassent la stérilisation par open market, et c'est ça qu'il fallait passer entre les banques et non entre l'économie parallèle. Mais là, il y a eu quand même fluctuation. Pourquoi? Parce que certains allaient gagner beaucoup d'argent. Sur les 150 millions qui ont été injectés, c'est qui a voulu faire que les Congolais allaient perdre. Donc, messieurs, tout le monde a perdu durant cette période. Le franc congolais était une monnaie
de spéculation et les dollars qui étaient monnaie des réserves. Mais quand j'ai vu même le professeur d'université, des gens très intelligents, applaudir le franc congolais a baissé, tout ça, ça m'a fait rigoler. Je dis non, le franc congolais a perdu de la valeur. Le franc congolais est devenu monnaie spéculative. Et qu'est-ce qu'il faut réguler à la fin, dans l'avenir, je dirais aussi au ministre des Finances. Il faut que réguler une autre inflation qui est cachée au Congo, c'est l'inflation de l'actif réel. L'actif réel, c'est quoi? C'est l'immobilier. L'immobilier, c'est une inflation grande qui est là au point de l'immobilier. Donc, il faut réguler ce secteur-là. Il y a plusieurs paramètres. Il faut aussi, en fin de compte, payer aussi la dette intérieure. Quand le président dit que je vais voir le millionnaire congolais, ben, quand les entreprises n'ont pas d'argent, ils ne vont pas embaucher, il faut payer la dette intérieure. Il y a plusieurs mécanismes pour payer la dette intérieure. On peut toujours passer à scénariage. Malheureusement, la Banque centrale ne veut pas augmenter sa taille du bilan en réduisant tout le temps. Et en fin de compte, pour dire que c'est fort rien, vous savez que les francs congolais, c'est une devise aussi de réserve. Si on arrive à bien garder cette monnaie, elle sera aussi une devise aussi des réserves, comme les dollars. Parce que si un Congolais de Brazzaville prend le franc congolais, il peut garder ça en réserve d'échange. Malheureusement, c'est une monnaie qui est inflationniste parce que ça ne joue pas les trois rôles de la monnaie. Malheureusement. Un grand merci, Aimé Lambala. C'est vraiment un réel plaisir de vous avoir, tout ce savoir pour le bien-être de l'Afrique, de la République démocratique du Congo. Aimé Lambala, un dernier mot pour mettre un terme à cet entretien de ce jour. Ben, je suis très content de participer de temps en temps. Mais je crois que dans l'avenir, on en parlera du budget, on n'a pas eu le temps de parler. Donc, le budget sera de 24 milliards, tout ça. Donc, j'ai entendu parler, mais je dis que bon. Et toujours la question, c'est réaliste ou faisable aussi. Non, c'est une prévisionnelle. Moi, j'ai toujours dit que j'ai donné conseil, comme je disais, il faut faire un budget négativement pour être toujours à la baisse. Positivement. Oui. Pour être surpris. Positivement la période d'exécution, mais pas pour dire que oui, c'est une prévision, c'est prévision pour faire croire aux gens il y a 20 milliards. Non, il n'y a pas 20 milliards. Il y a toujours des ratés, tout ça, tout, mais il faut faire un budget négativement pour être surpris positivement la période d'exécution. Malheureusement, mais nous, on fait croire qu'on a 20 milliards, ça, mais non. Mais je vais terminer en fin de compte en disant qu'il y a aussi l'invasion fiscale, c'est-à-dire l'évasion fiscale qui est due aux miniers. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Quand on disait que le Congo perdait 20 milliards chaque année, je dis non, le Congo peut perdre 5 milliards, ce n'est pas 20 milliards, malheureusement. Quand on perd 20 milliards, on va les retrouver dans l'économie réelle du Congo. Mais 5 milliards peut-être, mais 20 milliards, non. L'économie réelle, quelqu'un est en train de construire quelque part, voilà, il a investi, il a acheté, il a créé, comme à l'époque de Mobutu, vous aviez les mouvements. 20 milliards, 20 milliards c'est beaucoup. C'est 5 milliards peut-être. Là, ça fera l'objet d'une nouvelle émission. Un grand merci, Aimé Lambala. Merci à Paris. Merci pour votre temps. Merci pour ceux qui nous ont suivis aux États-Unis d'Amérique. Et merci pour ceux qui nous suivront à Kinshasa, au Cameroun et partout dans le monde. De partout, vous avez... Et bonne chance à tous les nouveaux élus à l'Assemblée nationale du Congo. D'accord. Un grand merci et ciao, ciao. Bye. Merci, Aimé Lambala.